L'histoire de l'humanité, peu importe la région du monde, est riche. Cependant, il reste encore plusieurs zones d'ombre. Nombreuses ont été les personnes racontant avoir vu des créatures inexplicables. Issues de la mythologie, de traditions, vrais témoignages ou alors simples légendes pour se faire peur, qui ne s'est jamais posé de questions en entendant un bruit seul chez soi le soir? Ces mystérieuses créatures ont inspiré de nombreuses œuvres. Ensemble, je vous propose de nous plonger dans les récits historiques et mythologiques qui ont donné naissance à de nombreuses créatures dans les jeux Zelda. Commençons avec un mythe nordique. À l'époque, on raconte que de mystérieuses créatures peuplent les bois et les forêts. Associées à la nature, dotées de pouvoirs surnaturels, à l'apparence humaine avec une taille plus svelte et des oreilles pointues, ces créatures seront nommées des elfes. Nul doute que ces elfes ont inspiré le peuple iconique de la saga Zelda, les Iliens. Rajoutez à cela que la plupart des elfes des mythes nordiques sont représentés avec une tunique verte et un chapeau pointu, rappelant fortement un héros ilien que l'on connaît bien. De la même manière, dans le folklore celtique cette fois-ci, d'autres créatures peuplent également les bois. Plusieurs personnes racontent avoir aperçu des tout petits êtres à l'apparence angélique et féminine, dotés de pouvoirs magiques et n'apparaissant qu'aux plus chanceux. Il va de soi que les créateurs des jeux Zelda se soient inspirés de ces fées pour créer leurs fées. Des petits êtres volants, dotés de pouvoirs magiques et capables de redonner la vie à celui qui la perd. Cependant, les légendes ne parlent pas que de créatures bienfaisantes. Dans Zelda Phantom Hourglass, l'antagoniste principal est Bellum, une sorte de pieuvre géante aux multiples pouvoirs maléfiques. Retournons du côté des légendes scandinaves pour remarquer que Bellum est plus que certainement inspiré du Kraken, monstre marin plutôt populaire. Vers la fin du Moyen-Âge, les marins scandinaves relatent une bien curieuse histoire. Ils auraient fait la rencontre d'un calamar géant qui attaquerait les bateaux. Selon les marins, ce monstre mesure des dizaines de mètres de long, possède de nombreuses tentacules avec des yeux au bout capables de retourner même les plus gros bateaux. Plusieurs marins ne seraient plus là pour en parler car le monstre les aurait dévorés. Le kraken sera rencontré plusieurs fois par d'autres navires. Il sera même identifié comme un monstre aussi gros qu'une île. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes continuent à croire en l'existence de ce calamar plus que géant. Dans Phantom Hourglass, Bellum correspond beaucoup à la description du kraken. Un monstre marin aux multiples tentacules, avec des yeux au bout, sévissant en pleine mer et capable de retourner les plus gros bateaux. Pourtant, il n'est pas seul à s'inspirer de cette légende. Dans Zelda Skyward Sword, le boss du 5e temple est Daïdagos, un monstre pieuvre attaquant le vaisseau du capitaine Iseo à l'aide de ses tentacules. Mais il ne s'inspire pas que du kraken. En effet, on remarque que la chevelure de Daïdagos est composée de serpents. Ceci provient en fait d'une des nombreuses histoires de la mythologie grecque, celle de Méduse. Dans ce mythe, Méduse est une jolie jeune femme transformée en monstre. Elle pousse des cris terrifiants, possède des serpents à la place des cheveux et son regard a le pouvoir de transformer en statue de pierre quiconque la regarde dans les yeux. Bien que Daïdagos n'ait pas le pouvoir de changer Link en pierre, Bellum, lui, possède cette capacité. Restons du côté de la mythologie grecque pour parler d'un monstre réapparu dans Zelda Tears of the Kingdom, le Griok. À l'origine présent dans le tout premier jeu de la série, ce dragon à 3 têtes s'inspire lui aussi d'un mythe, celui de l'hydre de Lerne. Selon ces légendes, l'hydre est un dragon à plusieurs têtes dont chacune repousse une fois coupée. Le seul moyen de la vaincre serait de tuer toutes les têtes d'un seul coup. Dans Tears of the Kingdom, on retrouve plusieurs sortes de griocs, chacun associé à un élément, de feu, de glace et de foudre, ainsi qu'un roi grioc dont chacune des têtes correspond à l'un de ces 3 éléments. Mais il n'est pas le seul dragon à s'inspirer d'une légende. La mythologie asiatique fait intervenir de nombreux dragons ayant la particularité d'avoir un corps très long, de flotter dans les airs et de cracher du feu. Il va sans dire que Volcania, l'un des boss de Zelda Ocarina of Time, se base sur ces aspects-là du dragon asiatique.
Aussi, les dragons de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, Rordrak, Ordrak et Nedrak, ainsi que le dragon blanc, semblent s'inspirer des mêmes bases que Volcania. Toujours en restant sur les différents types de dragons, je ne suis pas peu fier de vous présenter cette légende, car en plus d'être française, elle provient de ma région, le Limousin, avec la légende de la Mandragore. Selon la légende, la Mandragore était un immense dragon à la longue queue, capable de voler et se cachant dans les forêts. La différence avec les autres dragons ? Elle possède un visage humain. Nombreux ont été les chevaliers morts au combat en pensant la vaincre, mais ses pouvoirs étaient trop puissants. Le seigneur de la région conclut un marché avec le monstre. Chaque année, une jeune fille sera tirée au sort pour servir de repas à la Mandragore. En échange, elle arrêtera de dévaster la région. Malheureusement, c'est la fille du seigneur qui est tirée au sort. Mais le fiancé de la jeune fille refuse ce destin tragique et blesse mortellement le dragon à tête humaine qui meurt en tombant dans un lac. La Mandragore vous fait peut-être penser à quelque chose ? Eh oui, dans Zelda Skyward Sword, les 3 dragons, Firon, Ordin et Lanel, ont tous 3 un visage humain. En plus, le dragon Firon explique qu'il souhaite manger le vieux sage Tikwi. Avec ceci, grièvement blessé, ce même dragon se réfugie dans un lac. Seulement, la Mandragore n'est pas un nom attribué qu'à un dragon limousin. C'est aussi le nom donné à une plante qui possède son lot de mystères. Selon certains récits, il existe un être vivant au bout de cette plante. Je ne sais pas vous, mais personnellement, elle me fait un peu penser au Korogu, ou même alors au peuple Mojo. Personnage mi-plante, mi-créature fantastique, apparaissant notamment dans Zelda Majora's Mask. Dans ce même jeu, Link peut se rendre au Ranch Romani, une ferme tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, chaque nuit, il est attaqué par des extraterrestres. Ne vous êtes-vous jamais dit que ces extraterrestres avaient une apparence étrange ? Eh bien c'est normal. Ces extraterrestres sont inspirés d'un véritable témoignage qui nous provient des États-Unis, celle du monstre de Flatwoods. En 1952, un groupe d'adolescents est témoin d'un crash dans une montagne non loin d'eux. En s'approchant pour voir l'engin de plus près, ils tombent nez à nez avec une créature plus qu'étrange. Un monstre se tient là, devant eux, flottant dans les airs, aux yeux lumineux et surplombé d'une couronne en forme de pic. En voyant le portrait robot de la créature, il est tout de suite très facile de remarquer l'inspiration pour les extraterrestres de Majora's Mask. Comme son nom l'indique, ce jeu se base sur les masques. Les boss du jeu eux-mêmes sont des masques. Le premier d'entre eux, Odolwa, apparaît assez clairement comme étant inspiré des masques de rituels dans les tribus d'Afrique centrale. En fait, rien que l'idée que des esprits habitent les masques nous vient de ces mêmes tribus, qui ont sans doute grandement influencé Majora's Mask. Restons du côté du continent africain pour évoquer le temple de l'esprit d'Ocarina of Time. Dans ce temple, situé dans le désert fantôme, il est plutôt facile de remarquer les influences de l'Égypte antique. En plus des différentes momies que l'on peut retrouver un peu partout, on rencontre la figure de la déesse des sables. Cette statue dorée n'est pas sans rappeler les figures iconiques des pharaons, les dirigeants de l'Égypte pendant l'Antiquité, qui ne se séparaient jamais de la figure du cobra, exactement comme la déesse des sables. L'Égypte antique semble aussi avoir une influence sur les sites sacrés trouvables dans le désert Gerudo de Breath of the Wild, notamment avec les 7 héroïnes par exemple. À la fin du Temple de l'Esprit, le boss du donjon est Twinrova, la fusion parfaite des 2 sorcières Kume et Kotake. Twinrova peut nous rappeler un mythe provenant, là aussi, de la mythologie grecque, celui des androgynes. Selon la légende, autrefois, il n'y avait pas d'être humain. Seulement des androgynes, êtres étant le mélange parfait de 2 personnes. Ces créatures étaient tellement parfaites que les dieux, de peur d'être surpassés, décidèrent de les séparer en 2 afin de créer 2 personnes différentes, vouées à chercher leur moitié toute leur vie. Kume et Kotake sont donc 2 vieilles sorcières qui, une fois fusionnées, forment un être au pouvoir décuplé. Kume et Kotake sont 2 sorcières issues du peuple Gerudo. La grande majorité des peuples dans les jeux Zelda s'inspirent eux aussi de créatures étranges et de légendes mystérieuses. Le peuple Gerudo prend certainement son origine dans le mythe grec des Amazones.
Selon cette histoire, les Amazones étaient un peuple uniquement constitué de femmes guerrières ayant pour armes de prédilection les lances et les arcs. Ces caractéristiques sont exactement les mêmes que pour les Gerudo que l'on retrouve dans de nombreux jeux de la licence. Pour évoquer d'autres peuples, il est assez intéressant de remarquer que les Piaf s'inspirent des sirènes de la mythologie grecque, encore une fois, mais que les Zora aussi s'inspirent des sirènes de nombreuses histoires et légendes. Dans un cas, il s'agit d'être mi-femme, mi-oiseau, et dans un autre cas, il s'agit d'être mi-femme, mi-poisson. Clin d'œil assez drôle quand on sait que dans l'histoire chronologique des jeux Zelda, les Piaf et les Zora sont parfois liés génétiquement. Cependant, il existe deux types de Zora, les Zora pacifistes et les Zora ennemis. Les créateurs de la série prennent source dans une ancienne légende japonaise pour créer les Zora ennemis, celle du Kappa. Selon la légende, dans chaque rivière et dans chaque lac vivrait un Kappa, une sorte de gros amphibien à la peau verte, parfois muni d'une carapace et cherchant à attirer les humains près de l'eau. Souvent, il appâte les jeunes enfants jusqu'au bord du lac pour les attraper et les dévorer. L'apparence physique des Zora ennemis est très similaire à celle des Kappa du folklore japonais. Pourtant, il subsiste une différence. Les Zora semblent capables de cracher des flammes, alors que les Kappa, non. Au Japon, les Kappa sont considérés comme des yokai. Pour faire très simple, les yokai japonais sont des esprits et créatures surnaturelles qui ne sont pas forcément visibles par tout le monde. Un autre type de yokai a inspiré les créateurs de Breath of the Wild. Dans le folklore japonais, on raconte que des créatures se cachent dans les montagnes. Souvent protectrices de la faune et de la flore locale, elles peuvent prendre l'apparence de n'importe quel animal. Les personnes seules ont plus de chances de les rencontrer. Cependant, si quelque chose les effraie, elles disparaîtront aussitôt. Pour les connaisseurs de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, ces créatures que l'on nomme des Satori vous ont sûrement déjà fait penser aux Rumi et surtout à leur protecteur, Alpha, un cheval enveloppé d'une douce lumière divine. Restons du côté de l'Asie pour parler du bouddhisme. Si vous avez joué à Skyward Sword, il ne vous aura pas échappé que le temple de la grande caverne antique tout entier suit des inspirations bouddhistes, notamment sur sa vision du paradis et de l'enfer. Le boss du temple n'échappe pas à ces inspirations. Chez les hindous, il existe une divinité nommée Vishnu. Elle est souvent représentée avec plusieurs bras et est considérée comme une véritable gardienne de la paix, faisant son apparition dès que l'ordre de l'univers est troublé. Da Iloma, boss final de la grande caverne antique, semble convenir à cette description. Une statue dorée aux multiples bras est dénommée par l'appellation gardien. D'ailleurs, nombreuses sont les divinités du bouddhisme à posséder plusieurs bras. Il est possible de remarquer que ce sont souvent les boss des temples qui prennent inspiration dans des créatures légendaires. Par exemple, dans le deuxième opus de la série, The Adventure of Link, Thunderbird est le boss du temple du Grand Palais. Comme son nom l'indique, Thunderbird est un oiseau géant capable de maîtriser la foudre. Dans la culture des Indiens d'Amérique, il y a plusieurs centaines d'années, on retrouve la présence de l'oiseau tonnerre, qui est littéralement la traduction de Thunderbird. Dans ces croyances, on décrit un oiseau de plusieurs mètres de long apparaissant dans les cieux quelques instants avant des catastrophes. Il serait d'ailleurs même à l'origine de certains orages. Cet oiseau est souvent retrouvé en sculpture sur certains totems de ces tribus. Mais comme nous l'avons déjà dit, Thunderbird n'est pas le seul boss des donjons à s'inspirer d'anciennes légendes. Selon les croyances nordiques, il existait auparavant un serpent immense vivant au plus profond des fleuves et des mers, caractérisé par son regard étrange et menaçant. Ce monstre était nommé Jormungand et a sans doute donné naissance à Octolacante dans Zelda Twilight Princess. En effet, il s'agit d'un serpent immense vivant dans les grandes profondeurs du temple abyssal et dont son point faible se trouve être son œil, mobile et perturbant. Dans Zelda Twilight Princess, dans le tout premier temple du jeu, le temple sylvestre, on retrouve Dionea en guise de boss. Dionea fait partie de l'espèce des Baba Mojo, des sortes de plantes carnivores que l'on retrouve dans beaucoup de jeux de la série Zelda. Dionea, et toutes les Baba Mojo d'ailleurs, viennent très certainement du fameux mythe des plantes carnivores mangeuses d'êtres humains.
Les premières traces de ce mythe nous viennent de Madagascar au XIXe siècle, où certains voyageurs racontent avoir aperçu une plante aussi grosse qu'un arbre dévorer des animaux et des humains. La presse s'affole et de nombreuses personnes affluent alors sur l'île. Aujourd'hui, on sait qu'il est très probable que ces témoignages soient faux et qu'il ne s'agisse que d'une légende. Faites quand même attention à vous quand vous vous baladerez en forêt. Twilight Princess est un jeu à la direction artistique très différente des autres Zelda, et on recense énormément d'influences folkloriques et mythologiques dans la création de ses personnages. Le peuple introduit dans cet épisode est le peuple des Twili, les descendants d'anciens brigands capables de maîtriser la magie noire et habitant dans une dimension parallèle à Hyrule, le monde des ombres. Dans la religion musulmane, il est expliqué l'existence des djinns. Ils sont des esprits malfaisants habitant dans une dimension parallèle et capables de maîtriser des pouvoirs surnaturels. Les djinns sont souvent associés à des lieux désertiques, élément assez intéressant quand on sait que le miroir des ombres, pour accéder au monde des ombres, se trouve en plein désert dans Twilight Princess. Certains supposent que le peuple des Twili soit inspiré de ces djinns. En plus de cela, on peut remarquer que Midona, une fois sa forme originelle retrouvée, ressemble beaucoup à l'archétype d'une princesse orientale, l'Orient étant une région du monde où la religion principale est justement l'islam. Toujours en restant dans ce jeu, dans la région des Pics Blancs, Link peut faire la rencontre du couple de Yétis. Il paraît assez évident de dire que les Yétis s'inspirent énormément de la légende qui nous provient de l'Himalaya, de l'abominable homme des neiges. De nombreux voyageurs, arpentant les montagnes enneigées de l'Himalaya, ont rapporté avoir aperçu une créature immense, à mi-chemin entre un singe et un humain, recouvert de poils blancs et au visage terrifiant. La légende de l'abominable homme des neiges est encore d'actualité. Son existence n'a jamais été approuvée scientifiquement, mais son inexistence non plus. En tout cas, une chose est sûre, s'il est aussi gentil que dans Zelda, ça devrait aller. Et enfin, la toute dernière créature que j'ai à vous présenter est celle qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo. Dans Zelda Twilight Princess, toujours, Link est capable de se transformer en loup. Il est assez évident que ce pouvoir s'inspire des légendaires loups-garous. Mais savez-vous d'où viennent ces créatures ? Au XVIIIe siècle, dans les campagnes de France, les villageois s'affolent. Une bête hideuse sévit la nuit et attaque les troupeaux, ainsi que les humains. C'est la bête du Gévaudan, un monstre plus gros qu'un loup, moche et féroce que personne n'arrive à attraper ou même à tuer. C'est le tout premier fait divers mondial. Les villageois commencent alors à penser que la bête du Gévaudan n'est peut-être pas seulement un animal, mais un homme, se déguisant ou se transformant en loup pour commettre ses méfaits. Le 19 juin 1767, un paysan abat une bête monstrueuse et plus personne ne recense de témoignages de la bête du Gévaudan. Cette légende aura créé celle des loups-garous et donc sûrement, par la même occasion, aura créé Link Loup dans Zelda Twilight Princess. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Il y a encore plein d'autres inspirations de créatures que j'ai pas citées, donc n'hésitez pas à écrire ce que vous savez dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis merci et à bientôt.